Elle disait que la gratitude était une forme de fidélité silencieuse, un geste intérieur qui ne demandait aucune lumière. Et quand Carole Bouquet prononce aujourd'hui ces mots, à 68 ans, il y a dans son regard quelque chose qui a traversé des décennies d'images, de rôles, de rencontres et de dettes invisibles. Dans ce récit, elle accepte enfin de revenir sur l'un de ces noms qui ont marqué sa vie artistique plus profondément qu'elle ne l'avait jamais reconnu publiquement, Federico Fellini. Un maître qu'elle n'a pas seulement admiré, mais auquel, dit-elle, elle doit une part d'elle-même. Carole parle d'une voix presque murmurée, avec ses pauses qui semblent empruntées à la mémoire. Vous savez, certaines rencontres changent la façon de respirer le monde. Fellini, c'était ça. Pendant longtemps, elle s'est tue. Par pudeur, disent certains. Par fidélité à une époque, à une certaine idée du cinéma, à des liens qui ne se commentent pas. Aujourd'hui, si elle parle, ce n'est ni pour ajouter un chapitre à une légende déjà immense, ni pour réécrire l'histoire. C'est parce qu'elle a senti que le silence commençait à ressembler à un oubli. Et Carole Bouquet ne supporte pas l'idée qu'un artiste qui lui a offert, selon ses mots, une liberté inattendue, disparaisse peu à peu des récits qui racontent sa propre trajectoire. Cette confession tardive est née d'un simple geste, une lettre retrouvée au fond d'une boîte qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. Une lettre courte, presque banale, signée FF. Tu n'es pas une actrice que l'on filme, tu es une présence que l'on attend. Ce souvenir, revenu comme une bouffée d'air ancien, a déclenché quelque chose. Elle dit que cela l'a ramenée à la femme qu'elle était à 29 ans, encore fragile, encore en train d'apprendre qu'on peut exister autrement que par le regard des autres. Fellini, lui, avait su voir et comprendre, à sa manière, souvent déroutante, mais toujours lumineuse. Aujourd'hui, Carole accepte d'ouvrir cette histoire parce qu'elle sait que chaque gratitude tue naît une seconde fois quand elle est dite. Elle parle pour honorer un lien discret, pour remettre une vérité dans le bon sens, pour reconnaître un geste qui a façonné son parcours, même si personne ne l'a jamais vraiment su. Mais comment exactement leurs chemins se sont-ils croisés? Qu'y avait-il de si particulier dans cette rencontre que Carole, pourtant si pudique, ose aujourd'hui rompre le silence? Et quelle part de sa carrière, de ses choix, de sa liberté, porte encore l'empreinte du maestro italien? Elle se souvenait d'un moment suspendu, un instant presque anodin dans le tumulte des années 80 et pourtant décisif. À cette époque, Carole Bouquet travaillait déjà avec les plus grands. Elle revenait d'un tournage en Italie quand un appel est arrivé, bref, presque mystérieux. Federico aimerait vous rencontrer, sans urgence, mais bientôt. Carole raconte qu'elle a d'abord cru à une plaisanterie. Fellini, c'était la démesure, les plateaux qui semblaient respirer comme des villes, les visages qu'il transformait en mythologie intime. Elle, actrice française encore jeune, façonnée par le cinéma d'auteur, ne s'imaginait pas dans cette constellation-là. Je pensais que ce n'était pas mon univers. Je me trompais complètement, dit-elle en souriant légèrement, comme si la mémoire venait de lui murmurer quelque chose. La rencontre eut lieu dans un bureau de Cinecittà. Pas un plateau, pas une scène grandiose, un simple espace où s'empilaient des dessins, des notes, des fragments de rêves couchés sur papier. Carole décrit ce moment sans emphase, mais avec une précision presque tendre. Vous savez, Fellini ne vous regardait pas comme un réalisateur. Il vous observait comme quelqu'un qui cherche un secret. Et cela pouvait être assez déstabilisant. Il s'était levé pour l'accueillir, avec ce mélange d'élégance et de chaos organisé qu'on lui connaissait. « Ah, la ragazza française !»« Vieni, siediti !» Il parlait vite, changeait de sujet sans prévenir, renforçant cette impression qu'il vivait dans plusieurs mondes à la fois. Carole, elle, écoutait, attentive, presque fascinée. Il évoquait un projet, oui, mais jamais clairement. Un film peut-être, ou une idée de film. Mais surtout une recherche, la présence, celle qu'on ne peut pas jouer. À un moment, il s'arrêta net. Elle se souvient exactement de ce silence-là. Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu ressens. Tu le portes déjà. 2 phrases, rien de plus. Pour elle, c'était une révélation. Elle qui, depuis ses débuts, avait été décrite par la presse, par les réalisateurs, parfois même par le public, comme une beauté distante, une figure glacée, presque inaccessible. Fellini, lui, voyait autre chose. Une fragilité retenue, une intériorité qui demandait peu de mots. L'entretien ne dura pas longtemps, 30 minutes, peut-être moins. Carole raconte que, en sortant, elle ne savait pas exactement ce qui venait de se passer. Elle n'avait pas été choisie pour un rôle. Elle n'avait rien signé. Et pourtant, quelque chose venait de bouger en elle, comme si quelqu'un avait déplacé un meuble intérieur. Il m'avait ouvert un espace que je ne savais même pas chercher. Les jours suivants, elle resta à Rome, incertaine. Fellini ne rappela pas tout de suite. Il ne disait jamais pourquoi il avait besoin de quelqu'un.
Il l'appelait quand son intuition avait décidé. Mais pour Carole, il y avait déjà eu un basculement. Non pas une collaboration officielle, mais un échange rare, presque fondateur. Un soir, dans sa chambre d'hôtel, elle relut ses notes. Des mots épars, des impressions, la sensation d'une porte entr'ouverte. Elle comprit qu'elle n'avait pas rencontré un metteur en scène. Elle avait rencontré un miroir. Et ce miroir disait quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu. Quelques semaines plus tard, Fellini envoya un message. « Je ne sais pas encore comment, mais tu feras partie d'un de mes rêves. Laisse le temps dessiner. » Carole garde ce papier encore aujourd'hui. Elle dit qu'il ne lui promettait rien, et c'est précisément ce qui le rendait précieux. Ce qu'elle ne savait pas, à ce moment-là, c'est que cet échange allait influencer une partie de ses choix artistiques. Fellini n'allait pas la diriger dans un film, mais il allait, d'une certaine manière, diriger une étape de sa vie. Il lui avait offert une permission, celle de ne pas correspondre, celle d'exister autrement que dans le cadre où on la plaçait. Une liberté discrète, presque invisible, mais puissante. Et même si leur collaboration cinématographique n'a jamais pris la forme que le public aurait pu imaginer, leur rencontre, cette première demi-heure, a changé la respiration de sa carrière. Mais comment cette influence silencieuse s'est-elle manifestée quand Carole a atteint, elle aussi, les sommets? Quel choix a-t-elle fait sous l'ombre douce du maestro italien? Et dans ces années de gloire, leur lien a-t-il continué à vivre, même sans film commun pour le fixer? Dans les années qui suivirent leur rencontre, Carole Bouquet entra dans une période où sa carrière semblait avancer avec la précision d'une horloge bien réglée. Elle travaillait beaucoup, choisissait avec soin, enchaînait les rôles d'une élégance rare, de « Trop belle pour toi » de Bertrand Blier, qui lui vaudra le César de la meilleure actrice en 1990, jusqu'aux collaborations avec André Téchiné, Denise Arcand ou Michel Deville. C'était une époque où son visage devenait presque un langage en soi, retenu, ciselé, maîtrisé, immédiatement reconnaissable. Et pourtant, quelque chose, dans sa façon de jouer, s'était adouci. Une respiration nouvelle, plus intérieure, moins géométrique. Quand on l'interroge aujourd'hui sur ce changement, elle répond sans détour. « Je crois que Fellini m'a appris à laisser les fissures visibles, même quand tout semblait parfaitement aligné. Les années de gloire n'effacent pas la pudeur, elles la déplacent. » Carole, en plein sommet, restait dans une forme de distance presque protectrice. Mais ceux qui l'entouraient à l'époque la voyaient différemment. Une costumière du film « Trop belle pour toi » se souvient. Elle arrivait avec cette intensité calme. On sentait qu'elle portait une histoire qu'elle ne disait pas. Federico Fellini, lui, continuait de travailler à Rome, tournant Ginger et Fred en 1986, puis Intervista en 1987. Leurs trajectoires ne se croisaient pas physiquement, mais Carole suivait ses films comme on écoute un ami lointain respirer. Elle raconte qu'elle guettait ses interviews, ses dessins publiés dans la presse italienne, ses apparitions à Cinecittà. Elle savait qu'il vieillissait, qu'il se battait déjà avec la fatigue et les doutes. Et cela ajoutait une gravité sourde à cette absence de collaboration, comme un film impossible qu'ils auraient laissé flotter quelque part entre Paris et Rome. Un jour, au début des années 90, elle reçut un message indirect. Fellini avait parlé d'elle lors d'un dîner, évoquant la Française qui s'est écoutée le silence. Elle en fut bouleversée. Non pas flattée, ce n'est pas son tempérament, mais profondément touchée que cet homme, au milieu de sa propre mythologie, garde encore en mémoire cette demi-heure passée ensemble. J'ai compris alors que notre rencontre n'était pas un accident. Elle avait une place. Une petite, mais une vraie place. Pendant qu'elle accumulait succès et reconnaissance, Carole continuait de se construire comme une actrice atypique. Elle refusait le spectaculaire. Elle cultivait l'économie. Elle imposait une fragilité qui n'allait jamais jusqu'à la fracture. Et dans cette maîtrise presque chorégraphiée, on retrouve ce que Fellini lui avait soufflé, le droit au mystère. Les journaux parlaient d'elle comme de « la beauté froide du cinéma français », expression qu'elle détestait. Elle le dit sans détour aujourd'hui. C'était faux. La froideur, c'est souvent une manière de nommer la pudeur. C'est là peut-être que l'influence de Fellini se fait sentir le plus clairement. Elle n'a jamais cherché à déconstruire cette image. Elle a choisi de la laisser flotter, comme un voile, parce qu'elle savait ce qu'il y avait dessous. Et ce que Fellini avait su percevoir, dès leur premier échange, une intensité qui ne demande pas à être affichée. Dans ces années de gloire, leurs chemins ne s'entremêlaient pas, mais ils se répondaient silencieusement. Elle travaillait en France, tournait au Canada, voyageait en Europe. Lui, de son côté, continuait d'explorer ses univers intérieurs, de créer des mondes plus grands que le réel. Ils ne s'écrivaient pas, ils ne se téléphonaient pas, mais un lien ténu persistait,
Carole dit aujourd'hui, c'était comme une musique sous le film. On ne l'entend pas vraiment, mais si on l'enlève, tout paraît plus plat. Et pourtant, derrière cette période éclatante, quelque chose commençait à se tendre. Une fragilité dans le parcours de Fellini, une fatigue nouvelle dans le regard de Carole. Les années de gloire n'empêchent pas la fissure. Elles la rendent parfois plus visible. Alors, comment cette tension silencieuse allait-elle se manifester? Quand les premiers signes d'éloignement ou d'incompréhension allaient-ils se glisser dans ce lien invisible? Et surtout, qu'est-ce qui allait menacer cet équilibre fragile entre respect, admiration et non-dit? Mais alors, quand les premières fissures sont-elles apparues? Carole répond qu'elles n'ont jamais été spectaculaires. Pas de disputes, pas de désaccords violents, rien qui puisse remplir une page de journal. Les fissures, dit-elle, sont venues comme viennent les ombres, en se glissant dans les interstices. À la fin des années 80, Fellini traversait une période trouble. La fatigue s'installait, les financements devenaient plus difficiles. Le cinéma changeait de rythme, et lui n'aimait pas ce nouveau tempo. Il disait souvent « Le monde va trop vite, moi je marche encore dans mes rêves ». Carole sourit quand elle répète ces mots, mais derrière ce sourire flotte une gravité. Elle savait, à cette époque, que le maître doutait, et qu'il doutait seul. Pourtant, même à distance, elle aurait voulu être une présence rassurante, mais une pudeur profonde les séparait. Elle n'osait pas écrire, ils n'osaient pas demander. Ils étaient liés par une intuition, et séparés par leur silence. Ce soir-là, celui qu'elle décrit sans donner la date exacte, elle se trouvait à Rome pour un événement mondain. Une soirée où se croisaient producteurs, acteurs, réalisateurs. Elle avait appris que Fellini serait présent. Elle ne l'avait pas vu depuis longtemps. Elle a ressenti une tension étrange, un mélange d'impatience et d'appréhension. Quand elle est entrée dans la salle, il était là, un peu retiré, entouré de 2 assistants, l'air absorbé par une conversation qui semblait plus lourde que vivante. Ils se sont salués, bien sûr, avec la chaleur italienne, avec le respect réciproque. Mais Carole l'a vu tout de suite. Quelque chose avait changé. Son regard n'avait plus cette vigueur un peu malicieuse, cette façon d'illuminer l'autre comme s'il était le fragment d'un rêve. Il était fatigué, plus fragile. Et elle, dans ce moment précis, s'est sentie impuissante. J'ai compris qu'il se retirait déjà du monde, d'une certaine manière, dit-elle aujourd'hui. Pas par choix, par nécessité. Son imagination était toujours immense, mais son corps n'arrivait plus à la suivre. Mais alors pourquoi cette soirée est-elle restée un point de rupture silencieux? Parce qu'ils auraient pu se parler. Parce qu'elle aurait pu s'attarder, poser une main, demander comment allez-vous vraiment? Parce qu'il aurait peut-être ouvert quelque chose. Mais elle ne l'a pas fait. Elle devait partir tôt, dit-elle. Un tournage le lendemain. Des obligations. La vie. Elle est partie. Et elle a senti, en franchissant la porte, que quelque chose se refermait. Pas leur lien, mais leur possibilité de l'approfondir. Cette fissure n'était pas une cassure. Plutôt une distance nouvelle, une pudeur qui devenait mûre. Carole reconnaît aujourd'hui qu'elle avait, elle aussi, ses propres doutes. À l'époque, elle commençait à éprouver la solitude paradoxale du succès. Cette impression que plus on vous voit, moins on vous regarde vraiment. Fellini était l'un des rares à avoir vu autrement. Et elle sentait que le perdre, même symboliquement, réveillait une blessure plus ancienne. Pourtant, malgré cette distance, elle continuait d'attendre un signe. Une note, un appel, une invitation. Quelque chose qui dirait « Revenons à cette conversation commencée il y a des années. Rien n'est venu. » Pas par indifférence, mais parce que la vie du maestro se resserrait. Les soucis de santé, les projets avortés, les tempêtes intérieures. Alors, les fissures ont continué de s'installer, sans bruit, sans geste clair. Juste cette sensation que les trajectoires qui avaient un jour vibré ensemble dérivaient, lentement. Carole, à l'époque, enchaînait les tournages, montait sur les scènes de théâtre, s'engageait dans des films plus sombres, plus introspectifs. Et elle ressentait parfois, elle le confie du bout des lèvres, qu'elle appliquait une leçon de Fellini sans qu'il soit là pour en être témoin. Se laisser toucher par ce qu'on ne contrôle pas. C'était une période où tout aurait pu être dit, où un échange aurait pu recoller les lignes. Mais la pudeur, encore elle, gagnait toujours. Et puis, une nouvelle fracture allait s'annoncer, plus brutale, plus irréversible. Un événement qui mettrait fin à toutes les hésitations et qui transformerait ces fissures en un véritable choc. La rupture, pour Carole, n'a jamais eu la forme d'un adieu. Elle s'est imposée autrement, par un silence si lourd qu'il ressemblait à une absence qui s'installe pour de bon. Ce fut une crise sans cri, une fracture sans scène. C'était en 1993. Elle tournait en France quand la nouvelle est tombée par fragments, comme souvent avec ces géants qui semblent immortels. Federico Fellini était hospitalisé. Un accident vasculaire cérébral, un état préoccupant.
Et soudain, toute la distance qu'elle avait placée entre eux par pudeur, par respect, par timidité, par orgueil peut-être, lui apparut comme une erreur qu'on ne peut plus corriger. Elle se souvient de ce jour avec une précision presque douloureuse. On m'a dit, il est faible, il ne reçoit presque plus. Une phrase simple. Et immédiatement, un regret ancien s'est réveillé, brut, sans défense. Elle aurait voulu courir à Rome, traverser Cinecittà comme une jeune comédienne cherchant son maître. Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne sait toujours pas pourquoi. Mais alors, pourquoi ce geste manqué? Parce que rien dans leur lien n'avait jamais été formulé. Parce que leur relation tenait de l'implicite. Parce que la peur de trop en faire l'a retenue. Et aussi, elle le dit à voix basse parce qu'elle ne savait pas si elle avait encore une place auprès de lui. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel, elle est restée immobile, incapable de détourner le regard d'un fax froissé où l'état du maestro était résumé en quelques lignes. Le monde extérieur continuait. Interview, tournage, horaire serré, mais en elle, tout s'était arrêté. J'ai senti que quelque chose me quittait déjà. Quelques jours plus tard, la nouvelle est tombée. Le 31 octobre 1993, Federico Fellini s'est éteint. Rome a basculé dans une stupeur presque religieuse. L'Italie entière avait perdu un faiseur de mythologie. Le cinéma mondial perdait une conscience. Et Carole, elle, perdait une présence. Une présence rare, silencieuse mais déterminante. On lui a proposé d'assister aux funérailles. Elle n'a pas pu, pas parce qu'elle ne voulait pas. Parce que quelque chose en elle refusait la conversion brutale d'un lien intime en hommage public. J'avais l'impression que ce n'était pas ma place de pleurer devant les caméras, dit-elle. Elle a choisi la solitude. Elle a choisi l'ombre. Le soir de sa mort, elle raconte avoir mis entre ses mains la lettre retrouvée des années plus tard, celle où Fellini écrivait « Tu es une présence que l'on attend ». Elle la relisait encore et encore, jusqu'à ce que les mots semblent se délaver sous la fatigue. Perdre quelqu'un avec qui on n'a pas vécu mais qui a compté, c'est une douleur particulière. Une douleur qui ne sait pas où s'asseoir. Ce n'est ni un deuil officiel, ni un secret coupable. C'est autre chose, une brèche intime qui n'a pas de nom. Après sa disparition, Carole s'est refermée. Pendant longtemps, elle n'a plus prononcé son nom publiquement. Non pas pour l'oublier, mais pour le préserver. Elle ne voulait pas que Fellini devienne une anecdote dans un parcours. Il n'était ni un mentor proclamé, ni un ami proche, ni une idole lointaine. Il était un repère intérieur. Et un repère, lorsqu'il disparaît, laisse un vide qu'on ne sait pas combler rapidement. La crise, pour elle, fut aussi artistique. Après 1993, certains critiques ont noté une gravité nouvelle dans son jeu, une profondeur plus mélancolique. Elle, de son côté, dit simplement « J'ai compris que l'art que j'aimais était mortel et que ceux qui le portaient pouvaient disparaître avant que l'on ait trouvé les mots pour les remercier. Mais comment vit-on après une perte qu'on n'a jamais tout à fait nommée? Comment continue-t-on quand les non-dits deviennent définitifs? Et surtout, comment Carole a-t-elle reconstruit ce lien, seule, dans les années qui ont suivi? Après la mort de Fellini, Carole a longtemps cherché où poser ce chagrin discret. Ce n'était pas une douleur spectaculaire, pas un deuil visible, plutôt un poids intérieur, comme si une pièce secrète de son histoire venait de s'effondrer sans bruit. Les semaines qui ont suivi furent étranges. Elle tournait, elle travaillait, elle répondait aux interviews. Tout semblait normal. Et pourtant, quelque chose dans sa voix, dans sa posture, dans son regard même, avait changé. Une journaliste, lors d'une promotion en 1995, avait remarqué une gravité nouvelle. Carole avait esquivé la question. Elle n'était pas encore prête à dire « J'ai perdu quelqu'un qui ne m'appartenait pas, mais qui comptait profondément ». C'est cette ambiguïté-là qui a marqué son après-tempête. Un deuil sans titre, un manque sans définition. Elle raconte que les premiers mois, elle n'arrivait plus à regarder les films du maestro. La Strada, la Dolce Vita, Roma, même leurs affiches suffisaient à lui serrer la gorge. J'avais l'impression qu'il était encore là, derrière l'image, et je n'étais pas prête. Ce n'est que bien plus tard qu'elle put rouvrir les portes de ce cinéma-là. Un après-midi chez elle, à Paris, elle s'est assise devant Intervista, un film où Fellini explore le passé comme un rêve qui se dissout. Elle raconte avoir senti une paix étrange en le revoyant. Il m'a semblé que c'était sa manière de dire adieu, pas à moi, au monde. Dans les années qui suivirent, Carole continua son parcours sans éclat inutile, mais avec une maturité nouvelle. Elle prit des rôles plus sombres, plus nuancés, plus vulnérables parfois. Dans National 7 de Jean-Pierre Sinapi, dans Embrassez qui vous voudrez de Michel Blanc, dans ses engagements au théâtre, quelque chose vibrait autrement. Une vérité moins polie, un abandon plus assumé. Et dans cet abandon, il y avait l'empreinte de Fellini. Non pas celle du réalisateur mythique, mais celle de l'homme qui un jour lui avait dit « Tu n'as pas besoin d'expliquer ce que tu ressens ». Cette intuition, elle l'a gardée comme un talisman discret. Elle dit « Après sa mort,
J'ai commencé à jouer en me permettant d'être imparfaite, moins lisse, plus humaine. C'est étrange, mais j'avais l'impression de lui être fidèle en faisant cela. Carole a aussi appris à accepter ses silences. Ceux qui lui avaient coûté, ne pas l'avoir appelée, ne pas s'être rendue à l'hôpital, ne pas avoir su dire ce qu'elle devait dire. Aujourd'hui, elle ne cherche plus à réécrire ses gestes manqués. Elle les regarde comme des ombres naturelles dans une histoire qui n'a jamais eu besoin d'être parfaite. Un jour, des années après la disparition du maestro, elle fut invitée à Cinecittà pour une émission télévisée. Elle n'avait pas mis les pieds de là-bas depuis longtemps. En marchant dans ces allées immenses, elle raconte avoir senti une forme de reconnaissance. Comme si les lieux se souvenaient, un technicien lui avait glissé en souriant. « Fellini parlait souvent de vous. Vous savez, pas pour un rôle, pour votre silence. » Cette phrase l'a touchée profondément, parce qu'elle confirmait ce qu'elle avait toujours pressenti. Leur lien existait bien, même sans mots, même sans film. Après la tempête, Carole a construit sa paix sur cette idée-là, tout ne doit pas être dit pour être vrai. Les liens les plus précieux sont parfois ceux qu'on porte sans les exhiber. Elle a continué à tourner, à défendre des causes humanitaires, à se rendre sur les plateaux avec cette élégance tranquille qu'on lui connaît. Mais lorsqu'on l'interroge aujourd'hui sur l'héritage que Fellini lui a laissé, elle répond simplement « une permission d'être ». Elle ajoute « après un silence long ». Et une dette de gratitude que j'ai mis 30 ans à formuler. Mais comment alors cette gratitude s'est-elle transformée en révélation? Qu'a-t-elle enfin décidé de dire, à 68 ans, qu'elle n'avait jamais osé dire auparavant? Et pourquoi maintenant? Pourquoi ce moment précis de sa vie? La révélation ne vient jamais d'un éclair. Elle arrive par petites secousses, une suite d'échos qui finissent par former une évidence. Pour Carole Bouquet, cette évidence s'est imposée à 68 ans. Pas avant, pas après, maintenant. Elle raconte que tout a commencé avec une phrase que personne ne lui avait posée depuis longtemps. « Qu'avez-vous envie de dire, que vous n'avez jamais dit ?» Une question simple, presque anodine, posée lors d'une interview à l'occasion d'un hommage au cinéma italien. Carole d'abord a esquivé. Puis, au moment d'éteindre la caméra, elle a murmuré « Ce que je dois à Fellini, je ne l'ai jamais vraiment dit. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle a senti que quelque chose se déliait, une couture intérieure. Une retenue ancienne, une pudeur qui avait trop duré. Elle s'est assise, seule, dans son salon silencieux. Elle a rouvert une boîte qu'elle n'avait pas touchée depuis des années. Papier, souvenirs, un ticket d'avion froissé, une vieille photographie de Cinecittà prise de travers. Et cette lettre, toujours cette lettre. Tu es une présence que l'on attend. Cette fois, en la relisant, elle n'a pas senti la douleur. Elle a senti la dette. Une dette douce, sans poids, mais insistante. Comme une main posée sur l'épaule depuis trop longtemps. C'est à ce moment qu'elle a décidé de parler. Pas pour embellir le passé. Pas pour se mettre en avant. Pas pour réécrire une histoire qui n'a jamais eu besoin de fiction. Mais pour remettre la vérité dans un endroit accessible, même si cette vérité n'appartient qu'à elle. Elle a d'abord confié ses pensées à un ami proche. Un réalisateur. Il lui a répondu simplement. Les mots que l'on retient deviennent des ombres. Dis-les avant qu'ils ne t'éteignent. Cette phrase a résonné longtemps. Alors, Carole a accepté une interview télévisée. Indirecte, ce qu'elle évite d'habitude. Elle voulait que les mots sortent sans possibilité de retour. Elle voulait qu'ils existent. Lorsqu'on lui a demandé ce que Fellini avait représenté pour elle, elle a marqué un long silence. Un silence où l'on sentait la salle se suspendre, comme si chacun retenait son souffle. Puis elle a dit « Je lui dois une part de ma liberté. Une part que je n'aurais jamais trouvée seule. Et je n'ai jamais eu le courage de le lui dire. » Pas un tremblement dans la voix, juste une nudité, une sincérité dépouillée. Elle a ajouté « On parle souvent des réalisateurs qui vous donnent un rôle, mais certains vous donnent une permission. Fellini m'a donné la permission d'exister autrement. Ça, c'est plus qu'un rôle. » Le journaliste, surpris, lui demande pourquoi elle n'en avait jamais parlé. Elle répond « Parce que je pensais que la gratitude devait rester discrète. Aujourd'hui, je comprends qu'elle doit aussi être dite pour ne pas disparaître. » Elle raconte qu'après cette émission, elle a reçu des messages inattendus de jeunes acteurs, de réalisateurs, de techniciens italiens, de gens qui avaient travaillé un jour avec Fellini, parfois brièvement. Tous lui disaient la même chose. « Grazie. Vous venez de rappeler ce qu'il faisait aux autres. » Il voyait. Cette réaction lui a confirmé qu'elle avait eu raison de parler. Parce qu'en rendant hommage au maestro, elle n'éclairait pas seulement son propre passé. Elle ranimait quelque chose de lui dans la mémoire des autres. Elle précise toutefois « Je n'ai rien à révéler de sensationnel, rien d'intime, rien de caché. La seule chose que je n'avais jamais dite,
c'est ce que je lui devais profondément. Et dans sa voix, à cet instant, il y avait à la fois de la paix et une légère tristesse, comme si elle venait d'achever un chapitre invisible. La révélation n'était pas une confession, c'était un remerciement tardif, mais un remerciement vivant. Elle dit aujourd'hui qu'elle n'attend rien en retour, parce que ce lien n'a jamais été fait pour être réciproque, parce qu'il appartient à cette zone rare où une rencontre change un destin sans jamais devenir une histoire. Mais que reste-t-il alors de cette gratitude désormais formulée? Comment Carole referme-t-elle ce chapitre sans le trahir? Et quelle image, aujourd'hui, lui semble la plus juste pour dire adieu ou dire merci à un homme qu'elle n'a jamais cessé de porter en silence? Il y a des histoires qui ne se ferment pas avec un point final, mais avec un souffle. De ceux qui restent en suspens, comme une phrase murmurée trop doucement pour appartenir entièrement au monde. Pour Carole Bouquet, l'histoire avec Fellini n'a jamais été une romance, ni un secret, ni un fil dramatique caché sous les tapis rouges. C'était autre chose. Une zone de vibration, un accord intérieur, un déplacement intime. Un de ces moments qui modifient une vie sans jamais réclamer de place dans les récits officiels. Aujourd'hui, à 68 ans, elle dit qu'elle ne cherche plus à comprendre pourquoi cette rencontre a eu un tel poids. Elle ne cherche plus à interpréter ce que Fellini avait vu en elle, ni ce qu'elle avait pressenti en lui. Elle accepte simplement que certains liens échappent aux mots, et que leur vérité réside précisément dans ce qu'ils ne disent pas. Ces dernières années, elle s'est rendue plusieurs fois en Italie, discrètement. Pas pour des tournages, pas pour des festivals. Pour marcher dans Rome, à son rythme, dans ces rues éclaboussées de mémoire, ces places où l'air semble porter des échos d'autres époques. Elle raconte qu'elle ne va jamais volontairement vers Cinecittà. Elle préfère laisser la ville elle-même décider quand elle l'y conduit. Parfois, elle passe devant l'entrée sans le vouloir. Alors elle s'arrête quelques secondes sans entrer. Juste une présence. Un geste simple. Carole dit « On ne remercie pas les morts. On les accompagne un peu. » Une phrase presque murmurée, comme si elle craignait qu'un mot trop fort brise l'équilibre fragile qu'elle a mis 30 ans à atteindre. Quand elle parle aujourd'hui de Fellini, ce n'est pas pour embellir son parcours, ni pour ajouter une couche de mythologie. Elle le fait parce qu'elle sait que le silence, au bout d'un moment, finit par effacer ce qu'il voulait protéger. Elle le fait parce qu'elle n'a plus peur d'être mal comprise. Et surtout parce qu'elle a compris que la gratitude n'existe vraiment que lorsqu'elle est dite, elle n'attend rien en retour. Elle ne cherche pas de reconnaissance supplémentaire. Elle ne prétend pas que Fellini a fait d'elle ce qu'elle est devenue. Elle sait que son parcours lui appartient. Mais elle sait aussi que certaines rencontres marquent une direction, comme un souffle qui vous pousse légèrement vers un chemin auquel vous n'auriez jamais pensé. À travers ces mots, on sent que ce remerciement tardif n'est pas une réparation. C'est une offrande. Une manière douce de replacer un nom dans un espace d'estime silencieuse. De dire « tu as compté ?» même si le monde ne le sait pas. Aujourd'hui encore, lorsqu'on lui demande ce qu'elle retient de cette histoire, elle répond avec un calme presque lumineux. Rien n'était écrit, rien n'était obligé. C'est pour cela que c'était précieux. Puis elle ajoute, après un silence long, presque fragile. Je pense que Fellini comprenait mieux que personne que les liens les plus profonds ne sont pas ceux qui se racontent, ce sont ceux qui transforment. Il y a peu, elle a confié à un ami qu'elle avait enfin trouvé la phrase qui résumait ce qu'elle n'avait jamais su formuler. Une phrase simple, une phrase qu'elle aurait voulu écrire au maestro, sans pathos, sans grandeur. Merci de m'avoir vu autrement que comme une image, elle ne l'a jamais envoyée. Elle dit qu'elle n'en a plus besoin. Dans la dernière minute de ce documentaire, la voix off se fait plus lente, comme si elle désirait laisser à l'esprit le temps de respirer. On comprend que cette histoire n'est ni une confession, ni une dette réglée, ni un regret insurmontable. C'est un geste resté en suspens pendant des décennies, et qui enfin trouve sa place dans le calme. Carole Bouquet n'a plus rien à ajouter. Elle a rompu le silence. Elle a rendu ce qui lui appartenait. Et elle a retrouvé, dans cet acte simple, une paix qui n'avait jamais été complète.